Quand voilà, on peut pas forcément suivre le projet par rapport à l'endettement, se dire bah voilà, je peux venir nantir une partie de l'épargne. De toute façon, on va toujours venir nantir soit de l'assurance vie, soit du CTO ou du PEA. On viendra jamais nantir ton livret A. Donc Ah ouais? Pourtant, vous le proposez beaucoup, quoi. Vous n'y croyez pas trop au livret A? 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann et nous avons Romain. Salut les gars. Romain. Coucou Romain. Pour la deuxième ou troisième fois t'étais venu Deuxième de mémoire. J'étais passé sur le privé, ouais, je crois bien. Ouais. Ok. Ah bah alors oui. Première arrivée sur le podcast public pour Romain. C'est exactement. Faut te présenter à la commu complète, je dirais. Et après on déroulera et on expliquera le pourquoi du comment de ta venue. Parce que tu as une petite surprise pour nous et pour les auditeurs. On fait un petit feedback sur ta présentation, qui tu es, ce que tu fais, et puis on déroule. Ouais. Allez, écoutez, moi c'est Romain, 32 ans. Je suis pour la partie pro, je suis banquier tout de suite depuis 12 ans. Banquier professionnel, et je suis passé par tous les postes, le particulier, même le guichet, le professionnel, et même maintenant je suis le professionnel, on va dire, un petit peu haut de gamme. Okay. Je fais les grosses boîtes. Et à titre perso, je suis investisseur immobilier. J'ai à l'heure actuelle 8 lots que j'exploite, un peu tous les modes. Voilà, j'ai 5 LCD, j'ai du meublé, du nu. Okay. Et puis après, voilà, sportif à mes heures perdues. Il y en a pas mal des heures perdues, mais voilà, sportif. Fan de sport, ouais. Voilà. Et t'oublies un truc pour moi. Pour toi, j'ai un podcast, non, c'est ça? Bah oui, quand même. Oui, oui, c'est ça. J'ai un podcast aussi que j'anime tous les 15 jours qui s'appelle The Money Show. Bien. Ok. Et qui tourne bien? Qui tourne pas mal, ouais. Je suis plutôt content, ouais. Très content. On en parle. Je sais qu'on en a parlé 2 fois à l'affilée. Ok. Merci pour cette présentation. Quand tu parles tu disais, je suis passé par à peu près tous les postes dans les banques. Tu as aussi fait plusieurs banques, oui. Plusieurs établissements, quoi. On a le droit de dire où t'es ou il faut éviter? Non, je m'en fous. On peut le dire. Ok. Là aujourd'hui, tu es au. Là où aujourd'hui, je suis à la Caisse d'EP, ouais. Loire-Drôme-Ardèche. Ça va faire 2 ans. J'ai fait 18 mois au Crédit Mutuel. Et juste avant, j'ai fait 9 ans à la Banque Populaire. Ok. Et alors, quelle est la meilleure banque pour investir, pour nous? Pour les investisseurs, j'ai envie de dire, c'est le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, CIC, c'est le groupe en fait. Ok. On va pas se le cacher. Ok. Très bien. Mais merci c'est drôle pour ça. Parce que quand tu étais au Crédit Mutuel, parce qu'on n'est pas très loin géographiquement avec Romain, au Crédit Mut, on n'était pas du tout dans les mêmes agences, mais à la Caisse d'épargne, on a déjà eu, c'est surtout Ben qui a géré, mais on a déjà eu à faire ensemble. Oui. Donc c'est rigolo. C'est marrant, ouais. Vous êtes géré par ma binôme, ouais. Ouais. Et alors, justement, avec tout ce recul, tout le feedback que tu as bancaire, est-ce qu'on peut commencer par, donner de la valeur? Aujourd'hui, 2025, ça s'adoucit, enfin, moi, de ce que j'entends, ça s'adoucit un peu plus que, 2023, où c'était apparemment très très dur. On en est où là dans les banques tradies, les banques où tu payes encore ton virement instantané, ou quand tu payes ChatGPT, tu prends 1,70 € de plus parce que tu fais un achat aux États-Unis, dans l'Amérique, à l'époque où bref, t'as compris. On en est où au niveau du marché des taux et tout? Je peux rajouter juste une petite parenthèse, Yannou. Vas-y. Parce que t'en rigoles, mais récemment, j'ai intégré une nouvelle banque. Je ne veux pas dire laquelle c'est, parce que j'étais très content qu'ils m'aident et qu'ils me financent. Et je suis très, très heureux. Mais le truc qui est quand même drôle, c'est que je ne peux pas faire de virement sortant.
avec mon compte sans payer l'option virement sortant qui, comme c'est du pro, est à 13 € par mois. Et pour l'instant, sur ce compte et cette boîte, j'ai un seul bien. Et si tu veux, ça commence à représenter, c'est un petit bien, quoi, une part non négligeable du crédit de payer 13 balles par mois. Et j'ai beau essayer de demander gentiment, voilà, on m'a dit non, il faut payer ça. Donc, c'est banqué. Je me fais virer les loyers sur un autre compte et je verse à l'euro près ce qu'il faut pour mettre le compte, puisqu'il faut payer pour les virements sortants. Mais moi, je te parle de ChatGPT, c'est actuel, quoi. Tous les mois, en fait, tous les mois, je paye donc ChatGPT avec Revolut. Et du coup, vu que c'est la boîte qui paye, je me fais un auto-virement de la boîte à Revolut en écrivant remboursement personnel ChatGPT, et je fais la même chose pour PriceLab. Et enfin, je trouve ça, on s'en sort plus. Ouais, je trouve ça dingo. Mais donc, nos chères banques, on en est où niveau emprunt, crédit? Est-ce que ça prête? Est-ce que c'est la merde? À quel taux? On en est où? Alors déjà, en termes de taux, si on avait fait le podcast, on va dire il y a un mois, je t'aurais dit on était en tendance baissière. Okay. Sauf qu'on est un petit peu soumis, on va dire, à tout ce qui est contexte géopolitique. Et notamment contexte politique chez nous. Donc on a remonté un tout petit peu, en l'occurrence dans mon établissement, de 0,05 au mois de septembre. D'accord. Okay. Après, voilà, c'est pas énorme, on va pas remonter de 0,3, 0,4 ou même 0,5%. C'est vraiment des tout petites hausses ou des tout petites baisses. Mais voilà, on a été en tendance baissière jusqu'à fin de l'été. Okay. Donc ça, c'était plutôt sympa. On s'était approché des taux, des 5% sur 25 ans, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Là, on va dire qu'on est plus autour entre 3,30 et 3,50, et puis on peut même aller sur 25. Sur 25, ouais, c'est ça. Ok. Tout dans la durée. La Banque Pop, moi, la dernière fois que j'y suis allé, donc il y a un petit moment, il doit y avoir 5-6 mois, m'avait dit que donc du 20 ans en SAS, comme j'avais pu le faire sur toutes mes OP, c'était juste maintenant impossible. Par contre, que le 20 ans en SCI à l'IR, c'était jouable. Et ce à quoi j'avais répondu, s'il faut, on passera à l'IR, et puis après on split et on passe à l'IS. Et elle m'avait dit oui, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Oui, c'est complètement faisable. Qu'en est-il pour un primo-accédant ou même nous, si on souhaite investir sur 20 piges en SAS? Parce que la Banque Pop aujourd'hui te le refuse, quoi. Ok, nous, notre établissement, on refuse pas. Voilà, on prend tous les projets, et puis après on étudie vraiment chaque projet, les porteurs de projet, et puis derrière ce que tu veux qu'on finance. Mais on ferme pas la porte. On ferme pas la porte au SAS parce qu'on a de plus en plus qui le font. Notamment les conseils, que ce soit les avocats, les notaires qui préconisent qui poussent à faire de la SAS pour du financement. Donc non. Pas de stop pour les SAS, pas de stop pour les SCI à l'IS. Okay. Et bien évidemment, ça joue un petit peu en notre faveur. Ça, ok. On va dire. Et est-ce que je t'ai déjà posé cette question en perso, mais du coup on va la poser là. Est-ce que quelqu'un qui est à Paris peut te contacter, en tout cas contacter ton établissement bancaire pour faire financer à Chartres? Non, voilà. Pas où je suis tout de suite. Il y a d'autres établissements qui le font. Moi, je peux pas, dans le sens où on est une caisse locale, une caisse régionale. Okay. Si tu veux, on finance déjà nos clients à nous, qui financent des biens ou des projets entrepreneuriaux sur notre secteur. Et on arrive à faire de l'exceptionnel pour... j'ai financé des locaux pour du locatif professionnel dans le Nord, mais pour des clients à moi. De chez toi. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui vient me voir en tant que prospect, qui déjà n'est pas du tout du secteur, je peux pas. Faut aller voir une autre caisse régionale. Et quelqu'un qui va me voir en tant que prospect chez moi pour financer sur un autre secteur que le secteur Loire-Drôme-Ardèche, je peux pas non plus. Ok. Et toi, tu ne peux pas, par exemple, on ne peut pas passer par toi, tu vois, et que toi, tu fasses remonter à la caisse de notre région. Ça non plus, ça ne fonctionne pas. Non. Vaut mieux aller voir directement, par exemple, si tu veux financer sur le secteur Rhône, aller voir directement une agence dans le Rhône. C'est plus simple. Pour la promotion, la partie vraiment marchand de biens,
Ma conseillère, c'est Caisse d'Épargne aussi, mais dans la Loire, et elle m'a financé dans le Rhône, mais c'était vraiment exceptionnel. Et pareil, tu vois, c'est un petit peu pour ce qu'on disait, c'est compliqué d'apporter en marchand bien en tout cas, des nouveaux associés. Quand tu es financé pour ta boîte, c'est ce qui est des fois le plus compliqué si tu veux faire une société en participation pour faire une opération. Parfois, tu peux être financé pour toi, ta société, mais même si tu apportes un autre associé, ça peut être plus compliqué aussi. Et puis on est censé être, si tu veux, alors je dis bien on est censé être des professionnels de notre secteur. Ouais. Donc, si tu veux, voilà, tu connais ton secteur. Moi, je connais bien le secteur Loire, tu vois, et même, on va dire plus précisément le secteur rouennais. Et après, dès que ça commence à sortir, truc tout con, mais du côté de la plaine du Forêt, voilà, c'est ma binôme qui prend le relais parce qu'elle connaît vraiment le secteur. Que ce soit sur le volet immobilier, mais aussi le volet professionnel. Mais là-dessus, je l'entends, tu vois, mais dans ma tête, dans le groupe, parce que ça reste quand même une banque nationale, tu vois. Donc je me disais que dans le groupe, il pouvait y avoir à la limite des passerelles. Non, mais on n'a déjà même pas on n'a même pas les mêmes produits. Parce que tu vois, moi à l'époque, j'ai connu la Banque Populaire quand on a fusionné avec 2 autres caisses régionales. Dis-toi, on n'avait pas les mêmes produits, on n'avait pas les mêmes tarifs, on n'avait pas les mêmes services, les mêmes interlocuteurs, pardon. Donc quand tu veux faire une passerelle d'une région à une autre, en fait, c'est comme si tu allais voir entre guillemets une autre banque. C'est ce qui est. Et c'est vrai que ça j'ai du mal à me l'expliquer en fait. Tu vois, je comprends. Enfin, il y a forcément un intérêt. Hein, je pense que c'est des gens intelligents qui ont réfléchi à ça. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Tu vois, c'est comme si tu posais une question à Anto pour un mastermind qui te donnait un prix, une date, et tu me poses la question à moi sur Insta, je te donne une autre date et un autre prix. Enfin, c'est ça. Tu vois, c'est très bizarre. Mais après, ok pour ça. Des fois, je me dis, il y a peut-être aussi tellement de disparités entre les prix de l'immobilier, entre, tu vois, le Rouennais par exemple et Chamonix où on était il y a quelques temps, que peut-être que c'est aussi logique que tu n'aies pas les mêmes tarifs. Alors là-dessus, c'est pas logique mais compréhensible, quoi. Là-dessus complètement, mais que eux ne puissent pas, tu vois, basculer un dossier de conseiller à conseiller, parce que tu vois, tu pourrais t'adresser à Romain qui comprend ce qu'on fait et lui faire remonter en disant moi je mets l'aval si ça correspond, si le prix, si l'opération est intéressante par rapport à votre secteur, moi vu que j'ai mis l'aval, ça va plus vite, tu vois. Plutôt que avoir Romain qui t'aide pour aller démarcher une banque. Alors, cependant, on arrive à faire le lien sur on va dire des projets, mais plus entrepreneuriaux. Si tu veux, là, je suis contacté parce que j'ai une grosse boîte rouennaise qui vend à son successeur. C'est un montant assez impressionnant. Et derrière, lui, il est géré du côté de Clermont-Ferrand, de base. Donc, en fait, je vais être en cofinancement avec la banque qui est là-bas pour pas que ça sorte du groupe Caisse d'Épargne et que si tu veux, voilà, les 2 banques, on va dire, qui financent, ce soit la Caisse d'Ép. Mais voilà, parce qu'on nous a mis en lien avec notre marché des pros et on va dire c'est un gros projet qui doit rester sur le secteur rouennais. Mais pour l'immobilier, non, le lien se fait pas. En tout cas, pas à la Caisse d'Épargne. Ok. Et sachant que par contre, ça amène de l'eau à ton moulin. C'est-à-dire que vu qu'il faut tout le temps tout recommencer dans chaque caisse régionale et dans chaque agence et dans chaque banque, et que tu as le recul et le background nécessaire pour aider le maximum d'auditeurs, on en a eu parlé, tu nous as dit que tu allais le faire et tu l'as fait. Ça t'a permis de mettre tous ces tips dans quelque chose d'important dont on va parler, mais tu vas pouvoir aider quand même tous nos auditeurs grâce à un programme que tu es en train non, que tu as terminé, pas que tu es en train de terminer. Ouais, c'est ça. Dont on va voilà, et qui sort aujourd'hui. Et donc je me dis que bon, il y a quand même du bien dans toute cette histoire d'incohérence bancaire, parce que si on pouvait passer par toi et que tu pouvais financer partout en France, il y aurait pas eu besoin d'avoir ce produit. Là, en fait, le but du jeu de cette formation et ce programme, c'est de prendre absolument tout ce que tu sais et de pouvoir le dupliquer dans n'importe quelle agence et dans n'importe quel groupe. Vu que tu as fait plein de groupes. C'est ça. Voilà. Déjà, groupe Banque Pop Caisse d'Ép et groupe CIC Crédit Mut.
Et puis après aussi, par le biais des connaissances que j'ai on va dire de l'école, mes connaissances voilà, qui font partie d'autres groupes, hein, le Crédit Agricole, donc Crédit Agricole LCL. Non, on va dire que je chapeaute pas mal de choses, on va dire. Mais typiquement, qu'est-ce qu'il y a à savoir, tu vois, si tu peux nous donner quand même quelques tips, qu'est-ce qu'il y a à savoir et qui fonctionne de groupe en groupe, le truc le plus... comment dire, pas le plus stupide, mais le truc qui fonctionne à chaque fois dans n'importe quelle caisse ou dans n'importe quel groupe bancaire qu'il faut mettre en place pour aller chercher des fonds et un crédit. C'est la mise en place déjà de ton dossier bancaire, mais pas du dossier bancaire qu'on a tendance, on va dire, à vendre dans pas mal de formations. Voilà, les dossiers bancaires qui font 30 pages, 40 pages, 50 pages, comme moi j'ai déjà pu voir en tant que conseiller. Là, c'est un dossier bancaire voilà, qui est succinct, qui fait, alors ça dépend encore du projet, mais qui fait, on va dire, entre 4 et 6-8 pages maximum. Voilà, ça sert à rien d'aller au-delà, que tu sois tout seul ou que tu sois en association. Donc, c'est vraiment voilà, préparer ce dossier bancaire avec pas mal d'éléments qu'on demande. Et surtout, derrière, que le conseiller, il n'est pas allé chercher les informations. En fait, ce qui prêche, et moi, ce qui a prêché sur, on va dire, 7-8 dossiers sur 10 que j'ai financés depuis que je suis banquier, depuis 12 ans, c'est qu'en fait, je cours après les informations. Que ce soit des documents, que ce soit... Peu importe l'info, mais voilà, combien est loué ce logement? Je sais pas, t'achètes un immeuble qui est déjà loué, putain, j'ai pas le prix des loyers. Enfin, c'est le truc tout con, mais voilà, j'ai pas à aller chercher les infos. Ce que j'ai demandé, à chaque fois, tu as un regard quand même sur le prix ce que vont acheter les gens. C'est pour ça que tu dois être expert un peu local. Tu peux donner ton avis en disant, mais ça, ils le payent beaucoup trop cher, ça vaut pas ça. De toute façon, on est formé à aller, voilà, comme tout le monde, hein, tu vas sur Se Loger ou tu sais, tous les sites du prix au mètre carré. Moi, sur mon secteur, qui est un secteur qui vaut entre 1003 et allez, on va dire 1008 du mètre carré, si derrière j'ai quelqu'un qui vient acheter un truc qui vaut, je sais pas, 2005, ça va tilter tout de suite. Ça va tilter moi déjà à mon niveau et ça va tilter au-dessus, si c'est pas dans ma délégation. Et pareil pour les loyers. C'est-à-dire un mec qui te met un dossier avec des loyers à 3 fois le prix du marché, tu vois que ça ne fonctionne pas. Je vois que ça ne fonctionne pas. Et puis pareil, hein, au-delà de ces sites-là, tu vas par exemple sur Le Bon Coin, tu tapes, je sais pas, hein, un T3, moi on me dit, je vais le louer 1000 € par mois. Derrière, je tape T3 meublé dans ma région, non, ça se loue 600 et pas 1000 €. Et une étude de cas, tu vois, j'ai un de mes associés, donc Mika, sur Amazon, qui est un enfant, il a 22 ans. À force de traîner avec des millionnaires, il veut devenir millionnaire. Et donc là, il veut acheter, tu vois, ça date de ce matin, il veut acheter un appart pour le mettre en courte durée, etc. Il a fait que 2 banques, il n'en a pas fait 1000, hein, mais il en a fait 2. Au moment où je te parle, on lui refuse catégoriquement parce que la boîte Amazon a 1 an. On en est toujours à lui demander 3 bilans qu'on aura donc dans 2 ans. Il a fait un flip en crypto, il a pris 35 000 € en l'espace d'une semaine, mais ça, il faut pas trop en parler parce que sinon on le prend pour un joueur de poker. Bien évidemment, on se verse pas mal d'ICA, donc tu vois, nous ça nous paraît absolument logique et je suis persuadé au final que nous avons raison sur la gestion de boîte, mais par contre pour une banque, c'est du grand délire. Qu'est-ce que, après ce podcast, parce que j'ai 6 palettes à aller étiqueter avec lui, donc on va avoir le temps d'en parler, qu'est-ce que je peux lui dire? Tu vois, est-ce qu'il y a un truc, je vais lui dire de prendre ta formation, mais je vais lui dire, voilà, j'ai fait un podcast avec Romain, je pense que tu t'y prends peut-être pas comme il faut, et à ton âge, avec ta situation, il faut que tu fasses. Pour moi, c'est un problème d'interlocuteur. C'est qu'il n'a pas trouvé la personne qui pouvait croire en lui, qui pouvait croire en son projet. Moi, ça m'est déjà arrivé de financer des entrepreneurs qui avaient 6 mois, 1 an d'ancienneté au niveau de leur boîte. Par contre, voilà, il y avait des très bons indicateurs voilà, au niveau du chiffre d'affaires et puis derrière au niveau de la rentabilité. Et ce qu'on va regarder en plus derrière, c'est est-ce qu'on peut se projeter sur cette activité dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans?
Voilà, si tu me dis que là tout de suite, je sais pas, tu vends des masques comme on a pu vendre pendant le Covid, Oui. je vais te dire, bah non, c'est pas une activité qui, à mon sens, peut être pérenne. Donc faut que ce soit une activité qui rassure le banquier. Et derrière, pas hésiter, le petit tips, à utiliser des prévisionnels. Ça, on le fait quand on crée sa boîte, quand tu viens demander des fonds. Je sais pas, hein, t'es menuisier, tu veux créer ta boîte et demander un financement pour un camion, pour du matériel, etc. On va se baser sur un prévisionnel qui doit être cohérent avec ce que tu fais, qui doit être cohérent avec ton marché, ton secteur. Et ben là, pas hésiter en disant, voilà, moi j'ai fait 6 mois, 1 an de telle activité, donc là en l'occurrence de Amazon, et voilà ce qu'on prévoit derrière sur la prochaine année, la deuxième année, la troisième année. Et surtout l'interlocuteur qui voudra bien croire en ton activité et surtout en toi. Parce que on va pas se le cacher, c'est toujours une histoire de personne. Tu crois, tu peux financer un projet, mais moi, à mon sens, je finance plutôt une personne, tu vois. Ok, donc là, c'est le nombre qui sera le nombre de rendez-vous, le nombre de banques qui sera la force, quoi. Voilà, et puis pas hésiter, du coup, à aller dans des groupes, notamment CIC Crédit Mut, et aller solliciter directement des conseillers pro ou des directeurs d'agence, ou même dans d'autres établissements, hein, mais cibler pour moi des chargés pro ou des directeurs. Pourquoi ? Parce que si tu vas présenter ça à un conseiller particulier qui gère que les, entre guillemets, les salariés, tu vas il va pas comprendre déjà comment tu te rémunères, il va pas comprendre toute la logique. Toi, tu parlais des indemnités kilométriques. Ça m'est déjà arrivé à l'époque de faire du crédit conso pour des patrons qui se versent des ICA. On était taquet au niveau de l'endettement, donc on pouvait pas faire un crédit conso supplémentaire pour financer un véhicule, sauf que tu as la logique chargé pro et du coup en face entrepreneur. Voilà, le véhicule que je vais financer va me coûter 300 € de crédit par mois, mais derrière, je vais gagner 600 € d'ICA par mois. Donc, tu vois, il faut trouver quelqu'un qui a la logique aussi entrepreneur. Ouais. Mais tu vois, là, je peux rajouter quelque chose. Bien sûr. J'ai eu le même cas, moi, avec une banque aussi, tu vois, il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, oui, 1 an, j'ai acheté le 4x4 et au moment de le financer, ça a été extrêmement compliqué avec la banque où j'étais. J'ai fini par avoir le financement. Parce que comme on est en mécanisme de holding, à l'époque, je n'avais pas encore fait la micro-entreprise. Mais je n'ai pas besoin de me rémunérer, donc je me mettais le minimum pour cotiser à la retraite et éviter la taxe Puma, c'est-à-dire 800 balles par mois. Et là, tous les voyants étaient au rouge, alors que quelques mois auparavant, on avait encore emprunté pour un projet IMO. Et là, ça a été hyper compliqué. Et même les ICA m'ont pas sauvé. Et c'est que j'ai fait la micro et j'ai réussi à le financer 3 mois après. Mais je pense, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est encore une histoire d'interlocuteur plus que de projet, parce que pour un crédit à l'époque, c'était 25 000 €. Ça passait largement, quoi. Mais... c'est un problème. Alors, on a quand même au niveau réglementaire, voilà, on a quand même, on va dire, la règle des 35%. Mais derrière, c'est toujours une histoire de personne, une histoire d'interlocuteur. Et voilà, si tu crois en la personne qui te présente le projet, hein, que ce soit de l'immobilier, que ce soit du professionnel, que ce soit du crédit conso comme ça pour financer du véhicule, non, il n'y a pas de sujet. Mon souci, c'est que à tout faire reposer sur... parce que je suis convaincu de ce que tu dis. Malheureusement, j'en suis convaincu. À tout faire reposer sur la personne que tu as en face de toi... si tu veux, ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes comme toi extrêmement compétentes dans les banques. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on est complètement à l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'à l'image de cette belle République, de cette belle France, en face de nous, on a un mec qui était mécanicien hier, l'autre elle est caissière, elle s'est fait dégager d'un Intermarché, elle débarque à la Banque Populaire ou que sais-je, je sais pas où, et en fait... Enfin, je pense vraiment pas me tromper quand je dis elle ne comprend rien. Et puis, j'insiste bien sur le rien. Il y a des mecs ou nanas qui ne comprennent vraiment pas du tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, location courte durée, par exemple, c'est oh, mais qu'est-ce que c'est, tu vois ? Et elle va te parler d'Airbnb en disant BNB. Enfin, tu sais, où tu sens qu'il y a vraiment 3 trains de retard. Et donc, si vous êtes de plus en plus peu nombreux à comprendre et que typiquement tu es à 400 bornes de chez moi et qu'autour de moi j'ai que des schminx,
comment on fait en fait? Tu vois, il y en a toujours. En fait, si tu veux en banque, tu as énormément de turnover. Voilà, tu as beaucoup de gens qui ont des promotions ou tu as beaucoup de gens qui ont des projets perso et qui partent de la banque. Donc c'est vrai que c'est pour ça que des fois tu as l'impression de tomber sur un conseiller qui comprend pas forcément parce que voilà, ils vont les chercher à l'école directement, ils vont les chercher des fois, c'est des reconversions, hein, t'en as un paquet pour qui c'est des reconversions, mais tu as toujours quand même on va dire des interlocuteurs qui sont formés. Okay. Et nous on travaille beaucoup avec la recommandation. Tu vois, tu as toujours quelqu'un qui est recommandé sur le secteur, que ce soit sur le professionnel, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur que sais-je, mais tu as toujours quelqu'un qui est recommandé. Donc, il faut juste en fait travailler sur recommandation. Okay. J'avais eu le cas, Yann, dans ce que tu racontes. Hein, j'en ai beaucoup parlé de ce cas, mais il y a quelques années, il y a 5 ans, on avait financé une petite maison après Covid, justement, où les prix avaient vachement augmenté. Et normalement, au départ, je devais m'en sortir sur la SCI à loyer égal crédit. C'était pas ultra rentable, mais ça passait. Et en fait, le prix de la maison a pris pratiquement 20% par rapport au terrain. Et au final, j'ai fait la plus grosse partie en crédit amortissable. Il y avait 260 000 euros à financer. Et j'ai fait 70 000 euros en crédit in fine. Et pour baquer le crédit in fine, à l'époque, le banquier m'avait demandé de mettre un placement financier à côté. Et je lui avais vendu une assurance vie, enfin, c'est pas une assurance vie, pardon, un compte titre avec des ETF, comme on était sur une SCI. Et il avait trouvé ça génial. Donc, tu vois, avec 4 ans de recul, ce matin, le CTO était à 115 000 euros. Donc, les 70 000 sont devenus 115. Et j'ai toujours mon in fine de 70 000 et je paye les intérêts au trimestre. Donc, les 70 000 n'ont pas explosé. Et mon conseiller est parti. Et quand je l'ai réexpliqué à la personne qui l'a remplacé, je l'ai vraiment expliqué 2 fois en détail, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il y avait un crédit amortissable, pourquoi il y avait un in fine, pourquoi il y avait un placement, pourquoi il y avait aussi une prise d'hypothèque. Et j'ai voulu le refaire, et je lui ai expliqué 2 fois. Il m'a dit, je comprends toujours pas, je suis désolé, pourquoi vous n'avez pas mis ces 70 000 euros en apport? Parce que là, vous faites de la spéculation. Et oui. Et je lui dis, on n'est pas en train de parier sur un shitcoin ou une crypto, c'est vraiment la bourse américaine, c'est full SP500. Mais voilà, 2 fois, il m'a dit, regardez-moi bien, ça, on ne le refera plus jamais. Ça n'aurait jamais dû arriver, ça n'aurait jamais dû se passer. C'est une erreur du conseiller qui a pris trop de risques, ça n'arrivera plus jamais. Et j'avais trouvé ça dommage, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça, c'est que vous mesurez le risque, sauf que j'ai l'impression que c'est vraiment... C'est à l'image de tout ce qu'on fait en France. Je veux pas tacler plus que ça la France, mais l'idée, c'est qu'en fait, nous, c'est ceinture bretelle, vous, c'est ceinture, bretelle, harpon, baudrier, double nœud de 8, triple corde. Et du coup, à faire ça, j'ai l'impression que en fait, on a du mal à avancer. Mais de ce que je retiens, il faut, c'est un effet de nombre. On a toujours dit ça, mais en fait, on a rien de plus 5 ans après le début de ce podcast. Il faut toujours en fait tourner dans toutes les banques jusqu'au moment où tu tombes sur quelqu'un qui percute, quoi. Voilà, et puis bien privilégier, on va dire, les interlocuteurs pro ou directeurs. Et puis à mon sens aussi derrière, il faut tomber sur des personnes qui sont curieuses, parce que je suis sûr je suis convaincu qu'il y a un paquet de conseillers qui reçoivent les clients comme ça, qui comprennent pas forcément et qui derrière, on va dire par manque de connaissances et puis peur de pas être à l'aise, en fait, rejettent les projets directement. Moi, tu vois, ça fait 12 ans que je suis en banque, j'apprends encore énormément de choses tous les jours. Je vois des projets, j'ai vu là il y a pas longtemps des holdings de holding pour des financements à plusieurs millions d'euros. Voilà, c'est soit en fait tu prends peur en voyant ça et tu te dis bon j'y vais pas. Non. Mais voilà, c'est soit tu vois un projet comme ça, tu prends peur et tu dis bon je préfère pas y aller, je vais dire au client que je vais pas dessus. Soit tu retrousses les manches, tu secoues un petit peu tout le siège pour avoir les infos du service juridique, pour avoir les infos de tel et tel service. T'appelles ton service des engagements. Hein. Moi, le nombre de fois où ça m'est arrivé pour des projets, que ce soit de l'IMO, que ce soit ou même du pro, j'appelle directement mon service des engagements en disant j'ai tel projet. Le client, moi, il m'a paru vraiment très bien. Par contre, derrière, je vois pas comment je peux le suivre. Est-ce que vous pouvez m'indiquer dans quelle direction je dois aller, comment je peux le monter, avec quelles conditions?
Et souvent, voilà, le service des engagements, on a des interlocuteurs qui adorent ça, en fait, justement, qu'on les sollicite, qu'on se dise, plutôt qu'on leur balance le dossier un peu tout pourri, un peu bancal, ils adorent qu'on les sollicite avant et qu'on leur pose plein de questions. Eux, déjà, ça les met en valeur, ça les met en avant. Et nous, derrière, c'est un gain de temps. Et surtout pour le client, voilà, si ton service des engagements te dit non, ça c'est un projet, je l'ai déjà vu 15 millions de fois, on le fera pas, ça te permet de rappeler ton client tout de suite en lui disant, écoutez, perdez pas de temps avec moi et allez voir directement ailleurs. Okay. J'allais te poser aussi une question, j'en ai parlé aussi pas mal sur le podcast et beaucoup sur le privé aussi, de mon OBO que j'ai fait il y a 18 mois. Et cette opération, j'ai pris 7 refus, 7 ou 8 avant d'avoir un accord, parce que je pense, une fois de plus, je ne me suis pas présenté au bon interlocuteur, comme on en parle. Et je me dis, j'ai même pas eu la présence d'esprit de t'en parler. Je pense que ça aurait été tellement plus malin de te passer un coup de fil, t'envoyer le dossier, te dire t'en penses quoi, à ton avis, je vais où. Mais je me suis un peu obstiné à faire les banques de ma ville, tout bêtement, même des banques que j'avais jamais fait. Quand elles ne te connaissent pas, j'ai pris des refus directs sur ce truc, des fois parce que j'étais marchand de biens aussi, il y avait une part d'activité de marchand de biens dans les nouvelles banques. Et finalement, c'est passé en banque privée, mais tu m'aurais conseillé quoi tout de suite si je t'avais présenté ce petit projet d'OBO ? OBO, déjà, tu ne peux pas aller voir un conseiller particulier classique, même si ça reste du primo. Tu ne peux pas aller voir un conseiller classique. Ça va être soit du chargé pro, soit comme toi, tu as vu de la gestion privée. Ouais. Et puis derrière, voilà, OBO, on va dire que les banques déjà sont un petit peu frileuses à ce sujet-là. Donc il faut que derrière, tu aies des billes, on va dire, des arguments pour que la banque en fait ait envie de travailler avec toi. Alors, je parle pas que, on va dire, de la partie projet, parce que toi, je pense que ton projet, en termes de risque, il n'y avait pas de risque. Voilà. Ouais, c'était très safe comme truc. Voilà, c'est ça. C'est juste que derrière, il faut que tu aies des éléments. Je sais pas, je vais travailler avec vous sur tel sujet, ou on pourra travailler sur tel ou tel sujet. Que, en fait, derrière, la banque n'est pas que du risque, pas que du crédit. Parce que c'est ça aussi que on va dire que les gens, enfin les investisseurs aussi, moi j'ai vu pas mal d'investisseurs, ils ont du mal à comprendre quand on vient me présenter un projet en me disant, je crée une SCI, je fais financer un projet et derrière vous aurez les loyers, c'est cool. Sauf qu'en fait non, en tant que banquier, les loyers sur une SCI, il n'y a pas d'intérêt. Enfin moi je vois pas d'intérêt. Il faut que derrière on travaille sur d'autres sujets comme le volet perso, le volet pro si tu es un professionnel. Voilà, il faut apporter des billes, c'est toujours de la négo, c'est toujours du commerce. Et voilà, là c'est spécifique à la banque, mais quand tu vas travailler avec quelqu'un, si la personne en face n'a pas forcément d'intérêt de travailler avec toi, il n'y a pas de sujet. Je comprends, forcément. C'est toujours délicat parce qu'après, plus tu es multi-bancarisé, plus tu peux pas. Tout le monde n'a pas une société à côté. Tes salaires, tu peux les mettre un coup, mais tu es un peu obligé des fois d'agiter le truc, un peu comme le drapeau du taureau à chaque fois. Et tu les déplaces de banque en banque. Moi, ça a souvent été le cas avant. Oui, moi aussi au début, ouais. C'était alors, ça. Quelle potion magique, Romain, tu as réussi à mettre justement dans cette formation ? Qu'est-ce que les gens vont découvrir ? Est-ce que c'est un plan de route, tu vois, à la Starter Cash, tu prends, tu dupliques et tu fais tes rendez-vous et ça fonctionne ? Est-ce que tu as fait un PDF qu'il faudra imprimer et juste changer des éléments ? Est-ce que il y a beaucoup de théorie et pas de pratique ? Comment je trouve que faire une formation déjà, comment tu l'appelles cette formation ? Dossier bancaire ultime. Ok, déjà. Donc dossier bancaire ultime sort aujourd'hui. Pour le podcast privé, c'est sorti la semaine dernière. Avec une réduction plus importante, bien évidemment, puisque ce podcast étant gratuit, voilà. Est-ce que tu peux me le vendre entre guillemets, quoi ? En fait, c'est un plan de route. Déjà, c'est basé, on va dire, sur mon expérience de banquier, parce que je suis banquier on va dire, au pic de ce que j'ai fait en une année. J'ai fait plus de 10 millions de financements et plus de 50 dossiers bancaires. Ça, c'était l'année 2019, où vraiment l'IMO cartonnait. Donc, on va dire, c'est lié à mon expérience de banquier. Et à côté de ça, c'est lié aussi à mon expérience d'investisseur, parce que moi j'ai la chance d'avoir la double casquette. Il y a énormément de banquiers qui n'investissent pas en immobilier, et moi derrière j'ai investi en immobilier. Voilà, je le disais, j'ai 8 lots, je dépasse le million de patrimoine IMO,
Et derrière, faut pas croire que parce qu'on est banquier, on présente le projet à son établissement, il nous suit. C'est même typiquement, enfin c'est même clairement l'inverse. Il faut plus de garanties, des fois il faut plus d'apports. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait pour les 3 quarts de mes projets? Je suis allé démarcher d'autres banques. Et en démarchant d'autres banques, et ben pareil, je me suis cassé les dents, j'ai eu des refus, notamment pour un de mes projets que j'ai fait financer en 2022, j'étais peut-être à 7-8 refus, quelque chose comme ça, tu vois, peut-être comme Tony. Donc voilà, on va dire que cette formation, elle est liée à ma double expérience de banquier et d'investisseur. Et puis derrière, c'est vraiment une roadmap où je reprends vraiment toutes les bases. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'en recevant 80-90% des clients que je reçois, j'ai l'impression que les bases ne sont pas là. Donc on reprend vraiment les bases sur apprendre à gérer ses comptes. Derrière, les types de crédits, les types de garanties. Que ce soit une société de caution, que ce soit, je sais pas, PPD hypothèque. On reprend les assurances emprunteurs parce que on n'en parle pas. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et puis on n'en parle même pas du tout. Nous, on en parle très peu. Ouais. Bah non, mais assurance emprunteur, des fois tu peux gagner un petit peu. J'en parle dans la formation, mais tu peux gagner un petit peu en termes de tarifs sans forcément aller sur une délégation d'assurance externe, sans forcément aller solliciter un assureur. Donc il y a toutes ces choses-là. Je parle vraiment de plein d'autres choses aussi, le différé d'emprunt, je parle les différents types de projets IMO, adapter ton dossier bancaire par rapport à ton statut professionnel, que tu sois en CDI, que tu sois en CDD, que tu sois intérimaire, étudiant, professionnel entrepreneur. Je donne des petits tips à droite à gauche. Et puis derrière, surtout, je fais ce que moi je fais pour chacun de mes projets immobiliers. Je fais mon dossier bancaire qui comprend différents documents, notamment après, je peux les citer, mais la fiche patrimoniale, l'organigramme aussi de l'investisseur, parce que quand on vient à la banque pour son premier projet, on n'a pas forcément de SCI, on n'est pas forcément entrepreneur. Par contre, quand on vient à la banque pour son 3e, 4e, 5e projet ou même 10e, et qu'à côté de ça, on est entrepreneur, par exemple comme vous, on a plusieurs boîtes, tu arrives devant le banquier, même si c'est un banquier pro, tu lui dis moi j'ai cette société, il va bégayer un petit peu. Donc pour justement que le conseiller que tu es en face de toi, il comprenne qu'il bégaye le moins possible, quoi. Qu'il bégaye le moins possible, qu'il n'ait pas à te demander un seul document, qu'il n'ait pas à te demander une seule information. Et surtout derrière, je termine par ce qu'on appelle le commentaire du banquier, ou ce qu'on appelle dans d'autres établissements la note de synthèse. En fait, c'est ce que le banquier va faire, le commentaire que le banquier va faire sur ton projet et qui va présenter à son chef d'agence, qui va présenter à son service des engagements. Et moi, quand j'arrive pour chacun de mes projets perso, le commentaire est fait. Le conseiller qui est en face, en fait, il copie-colle ce que j'ai fait. Et en fait, dans la formation, j'explique comment on structure un commentaire, comment, en fait, moi, je fais mon job au quotidien de banquier, et comment, du coup, tu fais gagner du temps à ton banquier, et comment, toi, tu gagnes du temps, et surtout, comment tu peux faire passer des projets plus facilement. Moi, j'ai plein de trucs à dire, mais vas-y. Je trouve que c'est déjà... Alors, pour revenir dessus, parce que moi, la formation, je l'ai vue, on le met en avant. Je m'en suis j'ai un peu plus été derrière ce projet que toi, Yannou. Mais ah oui, complet. Je trouve que c'est déjà un bel aboutissement pour toi, Romain, parce que tu étais venu au Mastermind Entrepreneuriat il y a une toute petite année, finalement, même pas, janvier, début d'année, il y a 9 mois. C'était un de tes projets qui était important pour toi, avec ton podcast, à mettre en œuvre et pouvoir apporter de la valeur, apporter ta connaissance, faire quelque chose que tu n'avais pas vu ailleurs et apporter vraiment ta patte à toi et sortir ta première formation. Donc, tu as beaucoup bossé dessus et je trouve que c'est aussi un bel aboutissement entrepreneurial pour toi. Et après, je trouve que c'est hyper important et hyper pertinent de sortir ce genre de formation parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est dans la vie d'un banquier pro, tu fais des journées de 8 heures et il y a un moment, il faut que tu produises. Donc, pas faire perdre son temps à ton banquier, te pointer quand tu n'as pas de projet, te pointer quand tu n'as rien à financer et surtout courir après les documents. Parce que ça, je pense que... Moi, je le vois avec mes banquiers. Chaque fois qu'on fait nos dossiers bancaires, à chaque fois, ils sont contents parce que maintenant, on a l'habitude. Mais je veux dire, de ne pas courir après les documents, de ne pas courir après tout ça et de ne pas perdre du temps. Parce que dans une journée, quand tu es banquier, tu as 8 heures pour produire. Si la moitié de tes rendez-vous, c'est pour parler de la pluie et du beau temps et qu'il ne te reste que 4 heures, soit tu fais des journées à rallonge, soit tu perds ton temps tout simplement, quoi.
C'est ça. Et puis justement, le fait de courir après les gens comme ça, on a tellement de choses à faire en une journée, nous, quand on est banquier, que voilà, s'il me manque, je sais pas, un truc tout con, mais une fiche de paye, qui va bloquer je passe au suivant. Et le problème, c'est que ce dossier-là va repasser en dessous de la pile, qui est déjà haute comme ça. Et en fait, si la personne elle te recontacte dans 2-3 jours, et ben toi, tu traiteras son dossier dans 2-3 jours. Donc au final, c'est ça. Okay. Et après, c'est faciliter au maximum en fait la vie de ton interlocuteur, quoi. Et ben, il faut faciliter. Je l'ai expliquer, faciliter. C'est ça. En fait, je l'ai fait cette formation. Je l'ai fait vraiment pour 2 choses. Déjà, faciliter l'obtention du crédit côté investisseur. Parce que voilà, c'est ce que j'ai mis en place moi depuis le début que je finance des projets. Et surtout derrière, je l'ai fait aussi pour faciliter la vie des conseillers bancaires. Parce que je me dis, putain, si moi, à l'époque, on avait pu me présenter que des projets comme ça, mais j'aurais gagné un temps mais énorme. C'est un truc de fou. Parce que je crois que j'en parle dans la formation, mais quand je faisais des projets IMO, enfin j'en fais toujours de toute façon, mais voilà, quand on me présente un projet comme ça, 8 fois ou 9 fois sur 10, en fait, il me manque des choses. Il me manque des infos, il me manque des documents. Et je suis obligé de courir après les gens. Okay. Et tu vois, on se dit, bah voilà, c'est bon, les gens à force, ils savent que ce soit des investisseurs, même des fois des investisseurs qui m'ont présenté un 2e, un 3e, un 5e projet, et ben j'avais encore des infos à aller chercher. Donc je me dis que c'est pertinent aussi des 2 côtés, que ce soit côté banque, côté investisseur. Et est-ce que cette formation va être aussi bien utile pour un primo-accédant que justement quelqu'un qui a un peu l'habitude, mais aussi est-ce que ça va être pertinent pour quelqu'un qui fait du marchand comme Tony et qui a besoin d'aller lever des fonds, sur des one-shot d'achat, ou quelqu'un qui fait que du locatif? Tu vois ce que je veux dire? Alors, elle n'est pas destinée aux marchands, parce que le marchand, c'est vraiment spécifique. Les financements que tu demandes, c'est des lignes de marchand, donc c'est vraiment autre chose. Par contre, elle est pertinente que tu viennes chercher ta première résidence principale, que tu viennes chercher ton premier locatif ou que tu viennes chercher ton 4e, 5e ou 6e locatif. Justement, vu que ça s'est basé sur mon expérience où moi j'ai plusieurs sociétés immobilières, c'est pour ça que j'ai créé l'organigramme en fait de l'investisseur. Ouais. Ça, c'est quelque chose que quand tu es primo-accédant ou que c'est ton premier locatif, tu n'en as pas besoin puisqu'en fait, tu n'as pas plusieurs sociétés. Okay. Ça, c'est hyper pertinent parce que on dit souvent qu'on a peu de temps pour faire tu peux pas faire 2 fois une bonne première impression. Et aussi l'art du pitch un petit peu, tu vois. On en avait parlé d'ailleurs au Mastermind Entrepreneuriat, son storytelling personnel, savoir dans faire Rookie Booster aussi. Dans Rookie Booster aussi, savoir faire de ses faiblesses une force, et au final, c'est de la PNL, quoi. Est-ce que le verre d'eau il est à moitié plein ou à moitié vide? Ça dépend de ta perception. Mais pour apprendre à faire ça, donner tout de suite la bonne perception à ton banquier, et quand ton organigramme il est clair, que c'est facile à expliquer, il gagne aussi du temps. Si tu as un truc qui n'est pas clair, si déjà le dossier il n'est pas facile, tu donnes beaucoup plus envie à ton interlocuteur de passer à autre chose, en fait. De dire, je ne vais pas m'emmerder avec ça, c'est trop compliqué, c'est mal présenté, c'est brouillon, ça paraît pas pro. C'est ça. Et puis aussi dans cette formation, je parle d'autres choses. Je parle notamment des contraintes que nous, on a les banques, les contraintes du HCSF. Derrière, je parle aussi des SCI, des SAS. Je parle aussi des contreparties, chose qui est hyper importante quand tu viens demander des fonds auprès de ton banquier. Je parle aussi on va dire, des courtiers. Voilà. Ça n'a pas forcément, moi, de mon expérience de banquier, ça n'a pas forcément été mes amis. Parce que j'ai beaucoup, on va dire 7 ou 8 projets de courtiers qu'on me présentait. Et pareil, il fallait que je cours après le courtier ou après le client parce qu'il y avait telle ou telle info qui n'était pas bonne, tel ou tel document qui n'était pas bon. Par contre, j'ai travaillé avec des très bons courtiers et qui, eux, avaient des très bons réflexes, et je l'explique aussi dans la formation. Donc, c'est comme ça aussi qu'on détecte, si jamais tu n'as vraiment pas le temps, que tu veux passer par un courtier, qu'est-ce qu'il faut détecter chez la personne que tu as en face de toi, donc le courtier, savoir si lui, il ira se battre pour toi ou pas pour tes projets. Je peux te donner une anecdote, mais je ne veux pas dire de bêtises. Est-ce que c'est Eric qui nous en a parlé au Mastermind Moto? On a parlé de tellement de choses, mais je ne sais plus, je crois que c'est Eric qui cherchait un financement et qui avait pris un courtier justement parce qu'il n'avait pas le temps. Et ce n'était pas tout à fait dans sa région, c'était un peu plus loin, le bien à financer, pour qu'à la fin, le courtier lui dise, écoutez, allez démarcher les agences en direct parce que j'y arrive pas, quoi. Et ça fait un peu désordre. J'ai pas entendu ça. Je sais plus si c'est Eric qui me l'a dit. On a tellement parlé, on a tellement discuté, mais ça m'est venu aux oreilles, et finalement, il a fait les 3 banques
vraiment local où est le bien, ou bien à 500 mètres. Et là, il a été financé tout de suite. Mais le courtier n'y arrivait pas. C'est un peu la défaite quand même. C'est un peu l'histoire de la conciergerie, quoi. Mais tu vois, c'est une formation qui peut te permettre de gagner vraiment du temps. Parce que je repense à mon OBO et mes 7-8 refus bancaires, là. Tu as le temps passé, tu vois, pour les réunions. Je me rappelle que les rendez-vous, une fois, j'ai fait 4 rendez-vous dans l'après-midi. J'avais pris dans les banques. Je suis allé 4 fois, tu pitches ton truc. Et mine de rien, 4 fois, tu prends une porte, tu vois. Alors bon, quand tu es entrepreneur, tu as l'habitude. Mais ça fait jamais plaisir que tu te sois mis sur ton 31, tu sais ce que tu vaux, et de te prendre un RAF. Donc, plus tu peux éviter, mieux tu te portes. Et surtout, le temps que tu passes, finalement. Ce que chercher ce financement, les coups de fil et tout, j'y ai passé, je sais pas moi, 30 heures. Alors que, au final, quand je me suis adressé au bon interlocuteur, quand j'ai compris qu'il fallait que pour ce genre de choses, j'aille à la banque privée, en fait, on a fait 2 heures de rendez-vous et c'est passé tout de suite. Donc ouais, je l'ai fait en fait cette formation voilà, pour les investisseurs, pour aussi faire gagner du temps aux banquiers. Et surtout, voilà, ça reprend les bases. Il y a du contenu vidéo, il y a du contenu aussi écrit. Voilà, il y a quoi? Il y a 6 heures, je crois qu'il y a 6h15 de contenu vidéo. Ouais, et puis à côté de ça, je présente aussi des fichiers, je présente des éléments écrits en vidéo. Que derrière je mets à disposition justement pour faire gagner du temps, et puis et surtout j'explique comment on fabrique un commentaire bancaire pour que derrière tu sois autonome pour ton premier projet, pour ton deuxième projet, pour tous tes projets suivants, et surtout adapter le commentaire bancaire en fonction de ta situation, parce que moi, tous les gens qui venaient me voir, voilà, il n'y a personne qui a le même dossier. Il y en a un, son monsieur va être salarié, madame va être entrepreneur. L'autre dossier, les deux vont être entrepreneurs. L'autre dossier, il y aura que des salariés. L'autre, il y aura un intérimaire, etc. Donc, vraiment, tu adaptes ce commentaire à ta situation. J'ai une question, Romain, qui revient souvent. Avec Yann, on fait partie de ceux qui disent qu'il faut posséder sa résidence principale. Tu parlais de Rookie Booster, ça fait partie des premiers prérequis qu'on donne. Puis on explique que voilà, si tu as un peu la bougeotte et que tu as envie d'en changer, tu es exonéré d'impôt sur la plus-value en attendant. Donc c'est pas plus mal. Mais, pour le moment. Pour le moment, en tout cas. Toi, c'est quoi ton point de vue vis-à-vis de ça quand les gens viennent te voir, qui ont déjà plusieurs biens et pas de RP, qui sont locataires? À quel point ça compte dans les dossiers? Alors, ça peut jouer. Ça joue généralement en votre faveur en tant qu'investisseur. Voilà, ça vient rassurer la banque dans le sens où déjà on sait que tu vas pas forcément bouger à droite à gauche, que derrière tu vas pas forcément changer ton activité d'entrepreneur ou changer ton activité de salarié. Donc nous, ça vient nous rassurer là-dessus. Après, il faut un indice de stabilité un peu. Voilà. Après, il ne faut pas non plus que ce soit la résidence principale qui t'endette à 35 ou 40%, qui derrière en fait vient te bloquer pour pas mal de tes projets. Mais par contre, je l'explique aussi, c'est pas forcément un frein pour pouvoir demander du locatif. Voilà. Moi, pour vous dire, j'avais un cas vraiment très compliqué. Enfin, mon cas à moi, en 2022, quand j'ai fait financer mon immeuble, je me séparais. Donc j'étais en train de vendre ma résidence principale, je repassais en colocation, et derrière je faisais financer ce projet en SCI à l'IS en donnant 1% à la personne avec qui j'empruntais. Et j'ai quand même trouvé un financement. Donc comme quoi, voilà, faut pas se dire voilà, juste parce que j'ai pas de résidence principale, je peux pas acheter du locatif. Mais je vous le confirme, ça vient rassurer le banquier, ça vient rassurer le service des engagements quand on l'a dit tiens. Mais voilà. C'est pas impossible d'emprunter sans résidence principale. Ouais, ok. Non, mais c'est bien de faire le point là-dessus. Je peux poser encore une question? Vas-y. Enfin, j'ai 2 questions. Vas-y. Première question, à quel prix ça sort? 397 €. 397 €, moins 20% pour les auditeurs de ce podcast pendant une semaine, moins 30% pour les auditeurs du podcast privé, mais la semaine est terminée, donc les petits malins ne pourront pas switcher. Donc, ok, merci pour cette réponse. Est-ce que il y a un profil, tu vois, un profil type où tu t'es aperçu avec le recul que ça fonctionne à tous les coups? Ça peut être un profil aussi bien personnel que professionnel, donc fonctionnaire,
marié, pas d'enfant, tu vois, ou fonctionnaire célibataire, ou je ne sais quoi. Est-ce que tu vois, t'as vraiment un profil où si ces gens nous écoutent, ils peuvent y aller et ça passera, même s'ils sont mauvais? Non, il y a vraiment tous les profils. Il y a vraiment tous les profils. Je parle à un moment des fonctionnaires que dans certaines banques, il y a certains avantages et que... Banque Pop, voilà. Avec la CASDEN, machin. Exactement, ouais. Et puis même la Société Générale, etc. Voilà, ça vient rassurer le banquier. Ça peut permettre aussi d'emprunter à des taux avantageux et puis même pas mal d'autres choses. Mais par contre, non. Que tu viennes, que tu sois salarié, que tu sois intérimaire, que tu sois entrepreneur, voilà, c'est toujours déjà, on va dire, une question d'interlocuteur. Moi, tu vas venir me voir pour un projet, si tu es entrepreneur, je vais kiffer ça. Enfin, si tu as plusieurs sociétés, je vais kiffer étudier toutes les boîtes que tu as, voir les bilans de toutes tes boîtes. Et à l'inverse, qu'un collègue à moi qui est conseiller particulier, tu vas lui dire, moi je suis entrepreneur, j'ai une seule société, il va trembler. Donc, c'est pas destiné à un seul profil d'investisseur. C'est vraiment... Du moment que tu as un métier... et que tu rentres un peu d'oseille, c'est jouable, même si tu es jongleur, quoi. Voilà, c'est ça. Après, vraiment aussi, le profil qui vient rassurer la banque, ça je peux en parler, c'est le profil épargnant. La personne qui... Donc pas LFI, quoi. Ça passe pas. Parce qu'eux, ils épargnent avec l'argent des autres, donc ça, t'aimes pas trop, quoi. Okay. Voilà. Non, mais j'en parle aussi, mais la personne qui touche 1500 €, enfin même... Typiquement, j'ai déjà eu le cas, des personnes qui touchent 10 000 balles, qui derrière dépensent 10 000 balles. C'est pas du tout le genre de profil que j'ai envie de suivre. Parce que derrière, un médecin. Médecin, avocat, voilà. Je me dis derrière... Ça, c'est les... Tu sais que je te coupe et je te recoupe, oui. Je suis désolé pour les auditeurs, mais je me souviens de mon mentor, je donne pas son nom, mais Tony, c'est de qui je parle. Et à chaque fois que moi, quand j'étais jeune, tu vois, j'avais un médecin, le mec il me disait je suis médecin, je me disais waouh, ça y est, là je vais faire le bout de l'année. Et en fait, il m'a toujours dit la profession la plus endettée en France du coyote, c'est les médecins, puisqu'en fait ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Et ça se confirme parce que à l'hôpital public, les chires et tout ont des trains de vie au-delà de ce qu'ils gagnent. C'est un truc de fou. Comme si en école de médecine, on leur expliquait qu'il fallait faire ça, tu vois. Enfin, c'est hyper bizarre. Non, mais c'est impressionnant. Ah, vas-y, Tony. Non, j'allais dire, il y a beaucoup de... C'est des métiers tellement engageants que je pense que c'est pas de la frustration... Enfin, tu bats ta frustration en dépensant ton oseille, tu vois. Je pense. Moi, je sais que dans mon ancienne vie, ça me demandait parfois du travail où tu vois, quand tu bosses, ton boulot te plaît pas, t'en chies, et des fois, t'as envie de claquer, quoi. Bon, je me suis mis à coffrer plutôt, mais tu peux le comprendre. Et surtout, je comprends, Romain, ce que tu dis, que ce soit des profils qui plaisent pas beaucoup, parce que quand t'avances en âge aussi, t'as une partie, des fois, tu vois ces gens-là qui ont eu ce genre de boulot évoluer en même temps que toi, et avoir à 30 ans, 35 ans, un train de vie bien plus élevé que le tien, et à te dire, putain, mais est-ce que je devrais pas claquer ? Et en fait, quand tu arrives à... Moi, j'ai 44 à la fin de l'année, mais tu vois que ce que tu as construit, ce que tu as accumulé, ce que tu as bâti, limite en revenu passif te rapporte déjà ce qu'ils gagnent eux et tu n'as pas commencé à travailler. Et en fait, avec le long terme, l'exponentielle, elle explose. Et même s'ils se mettent à épargner à 45 ans, c'est trop tard. En fait, le mal est fait, quoi. Et puis, c'est toujours une question de risque. Et voilà, après, sans forcément citer on va dire de profession, parce que même des salariés, c'est des gros cadres ou quoi. Mais voilà, moi, je vais avoir plus confiance en quelqu'un qui touche 2000 € par mois, mais qui arrive à mettre 100 ou 200 € de côté tous les mois. Voilà. Ce que je disais, le profil qui rassure, c'est le profil épargnant. Je vais avoir plus confiance en ce type de personne que derrière la personne qui touche 10 000 balles par mois, qui en dépense 10 000, qui n'a pas un péco de côté. En fait, je vais me dire, cette personne-là, putain merde, ça veut dire que demain, elle perd son job, je sais pas, burn-out, parce que c'est le mal du siècle, hein, t'as beaucoup de pression, etc. Je me dis, cette personne-là va être en burn-out, elle veut retrouver un job où elle touche 2 ou 3 000 €, en fait, cette personne, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Et elle n'a pas un péco de côté, elle n'a rien. Donc, tu vois, je vais avoir plus confiance. T'as raison. Le montant d'épargne, tu vois, ou parce que ça, c'est pareil, on a souvent parlé des montants d'épargne, des montants à coffrer, tu vois. Nous, là-dessus, c'est vrai qu'on s'est mis la race. Est-ce qu'il y a un montant, tu vois, de coffrage où tu dis, lui, il n'est pas là pour rigoler, lui ou elle, hein. Tu vois ce que je veux dire ?
Alors, on va regarder les pourcentages, voilà, 10 à 30% de ton salaire chaque mois. Mais surtout, ça va dépendre aussi du projet que tu viens nous présenter. Si demain, tu viens me présenter un projet, je sais pas, où ça va être 300, voilà, tu viens financer un petit T2 à 50 000 euros, ça va coûter 300 euros par mois de crédit. Si derrière, tu épargnes 300 euros tous les mois, bah en fait, moi, je suis déjà conquis. Enfin, je suis déjà conquis dans le sens où, voilà, que tu es un locataire ou pas, en fait, tu es capable de payer ton crédit tous les mois. Mais ma question, c'est, tu vois, par exemple, tu vas à la banque, tu sais qu'en janvier l'année prochaine, il va falloir que tu démarches les banques. Okay. Est-ce qu'il y a un intérêt en octobre, là, de mettre un coup de collier vraiment supplémentaire, tu vois, octobre, novembre, décembre, de coffrer, je dis n'importe quoi, tu gagnes 2000 balles, de coffrer 900, tu vois, que tu envoies sur un bon livret A comme un schminx, et comme ça, le banquier, il dit « Oh, c'est un bon livret A ». Est-ce qu'il y a un intérêt, tu vois, à augmenter pour mettre des feux au vert au moment où tu passeras en commission et tout le bordel, ou alors, ça sert à rien, tu te casses pas le cul, tu mets tes 200 balles de côté tous les mois. À mon sens, c'est pas assez, mais chacun fait ce qu'il veut. Et tu restes comme ça. Tu vois ce que j'ai. Est-ce que mettre un coup de collier peut être important? Il y a quand même un intérêt, parce que j'en parle aussi dans la formation. Je parle beaucoup d'anticipation. Et en fait, on vient demander 3 à 6 mois de relevé bancaire. Alors, on a toujours en tête 3 mois, mais il y a certaines banques, des fois, qui demandent 6 mois de relevé bancaire. Donc, il y a quand même un intérêt de mettre un coup de collier sur ton épargne, mais aussi sur la gestion de tes comptes. Voilà, sur tes dépenses. Donc sur 6 mois, idéalement. Idéalement sur 6 mois. Voilà. Et j'avais une question, Romain, ça c'est plus pour le fun et pour moi, mais c'est quoi le plus gros PEA que tu as vu dans ta carrière? PEA, alors CTO, je l'ai en tête, mais PEA, je dirais peut-être 250, 280 000 euros, quelque chose comme ça. C'est beau déjà. Ouais. C'est pas mal. Ça veut dire que le gars, il a doublé, s'il a tout déposé, ça veut dire qu'il a doublé. Oui. Et CTO, c'était combien? CTO, on approchait les 3 millions quasi. Oh, c'est magnifique. Un particulier ou un entrepreneur? Eric, les deux. C'était un entrepreneur qui avait un CTO sur la boîte et qui avait un CTO aussi à titre perso. Mais là, je parle de CTO de la boîte. Donc là, l'effet boule de neige, lui, il l'avait compris. Quoi. Ouais. Exactement. Et ma question, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, quand ils ont fait la formation bourse exponentielle, et forcément on privilégie le PEA parce qu'en sortie c'est là où tu as la fiscalité qui est la plus clémente, on va dire, qui est la moins communiste. T'as vu, j'ai tenu 57 minutes sans dire le mot. Et du coup, j'en dis des conneries et j'en oublie ce que je voulais dire. Mais par contre, c'est ça. Il y en a beaucoup qui se disent, mais c'est dommage parce que l'argent il est un peu bloqué. Est-ce que par rapport aux banquiers, ça fait toujours bien d'avoir un PEA où il y a 30 000, 50 000, 100 000, 150 000, même si on sait qu'en théorie, on ne va pas taper dedans tout de suite? Moi, ça peut me rassurer. Ça peut me rassurer dans le sens où si on vient te demander 5-10% d'apport, si tu as l'épargne disponible sur ton livret A, il n'y a pas de sujet. Tu mets ça et derrière, si tu as 30, 50, 80, ça vient nous rassurer dans le sens où on se dit, voilà, il a un profil épargnant. Derrière, on peut même se dire aussi, ça peut nous permettre de trouver des solutions quand on ne peut pas forcément suivre le projet par rapport à l'endettement, se dire, je peux venir nantir une partie de l'épargne, parce que de toute façon, on va toujours venir nantir soit de l'assurance vie, soit du CTO ou du PEA. Okay. On ne viendra jamais nantir ton livret A, donc oui, bien sûr. Voilà. Ah ouais? Pourtant, vous le proposez beaucoup, quoi. Vous n'y croyez pas trop au livret A? Mais c'est intéressant en tout cas à savoir comme quoi, voilà, tout l'argent que tu as de côté, même investi sur un PEA ou un CTO, ça vient rassurer en montrant que tu as un profil de mec qui sait gérer son oseille, quoi. Et puis c'est surtout qu'ils structurent leurs risques grâce à ça. Oui, bien sûr, c'est ça. Et après, on va toujours préférer nantir des produits qui sont chez nous, mais j'ai déjà nanti des produits à la concurrence. Ah ouais. Ouais. Chez des gros contrats d'assurance vie qui étaient chez des assureurs. Et en fait, moi, j'avais pas lieu de les déloger parce qu'ils avaient moins de 8 ans. Et si je lui fais déloger qui a moins de 8 ans, moi, c'est du défaut de conseil, tu vois, derrière. Lui faire clôturer son assurance vie. Donc, surtout si elle est en forte plus-value, quoi. Et qui paye de l'impôt pour la sortir. C'est ça. Ok. Intéressant. Ouais, plus qu'intéressant. Il y a certainement des questions...
tes auditeurs auraient certainement eu des questions. Je pense qu'à l'issue de la sortie de ce podcast, on va en avoir plein. Ouais. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont te contacter pour te poser plein de questions. N'hésite pas à leur dire que c'est dans la formation si toutefois ça l'est. Et si vraiment on a trop de questions, tu vois, où il n'y a encore pas de réponse, on fera peut-être la V2, tu vois. Ouais. Mais c'est cool d'avoir une corde de plus à notre arc, à nous trois, puisqu'on profite de ton arc, là, pour le coup. C'est quelque chose qui nous est souvent demandé. Je suis rassuré sur le fait que ça puisse aider aussi bien les néos que, comment on dit, néo et les gens plus avancés. Ouais, investisseurs confirmés. Ouais. Voilà, donc ça c'est bien cool. Peut-être qu'il nous sera demandé aussi une V2 sur le marchand, parce que le financement marchand c'est encore un autre délire, et je savais pas si c'était dedans ou pas. Donc dites-nous si Romain doit se pencher dessus. Et puis voilà. Enfin, moi j'ai hâte de la faire, pour être tout à fait honnête. Voilà. Non, c'est top. Top. Merci à toi, Romain. Merci à vous de ton temps. Est-ce qu'il y a autre chose que tu dois rajouter, Romain? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc qu'on t'a pas demandé Eh ben non, mais voilà, moi cette formation, je l'ai vraiment fait pour tout type d'investisseurs. Je l'ai vraiment fait aussi parce que ça fait plus de 2 ans que j'ai cette formation à tête. Exactement, je l'avais mis dans mes objectifs 2023 pour être totalement transparent. Donc le plan était travaillé depuis fin 2022. Donc ça a quand même cogité. J'ai pas mal bossé dessus. Voilà, pendant 4 mois, c'était on va dire 4 à 5 soirs par semaine, les matins, etc. Donc je pense avoir mis tout ce que je savais. Derrière, je suis pas contre, s'il y a des gens qui font la formation, si jamais ils me disent comment je pourrais faire ci, comment je pourrais faire ça, pour ajouter des modules ou des questions complémentaires. En fait, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Ok, trop cool. Ok, merci pour eux, mon petit Romain. Merci à toi, Romain. Merci pour ton taf. Je sais que ça sera carré comme tout ce que tu fais. Donc ça, je me fais pas trop de soucis. Si tu y met autant de cœur que à tenir ton rythme de sport malgré ta vie, je pense que ça sera de la bombe. Vous avez le lien dans la description, de toute façon. Puis c'est du coup moins 20% pendant toute la semaine. Exactement. Et comme dit Tony, bravo à toi pour une fois de plus ce passage à l'action. Et ce que tu as fait, c'est très cool. Merci aussi pour le soutien, puisque avant tout, fidèle auditeur depuis le premier jour. C'est ça. Donc merci infiniment pour ça. Merci, oui. Nous, on rend la vie des gens. On vous dit la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Pour tout ça, foncez en visite. Désolé. Salut. Passez une bonne semaine. Ciao. Salut.